Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, voici la présentation de votre bulletin de nouvelles, mais juste auparavant, je vous présente nos invités. Alors, vous entendrez Yves Charlebois, qui est journaliste agricole. Le monde agricole pour le centre du Québec est florissant. On parle de 90% du territoire de zonage agricole ou de zone agricole. On cultive quoi exactement chez nous? Yves Charlebois a fait enquête là-dessus. Renaud Binette, qui est le directeur général adjoint d'Orapé, nous parlera de cette semaine québécoise de réduction des déchets. Orapé organise d'ailleurs un concours qui sera rempli d'idées grâce à vous, chers participants. On aura aussi en nouveauté cette vidéo qui durera à peine 30 secondes de notre reporter partenaire 12-18. C'est Isabelle Deschamps-Plante qui est chef pâtissière à Ricardo Boutique et Café et notre reporter qui va l'interviewer se nomme Chloé Girard. Pour l'instant, voici notre bulletin de nouvelles. Mesdames, Messieurs, voici maintenant Érable en bref et commençons immédiatement par votre bulletin d'actualité. L'indice de santé mentale après 6 mois de pandémie est en déclin pour les Canadiens. Morneau Sheppell, qui est un fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique, a fait un rapport. C'est un rapport mensuel et il ajoute que l'état de santé est précaire et que cela pourrait durer assez longtemps à cause de cette deuxième vague de la COVID-19. Possibilité d'un deuxième confinement et l'avenir qui est incertain, en ce sens qu'on parle de risques financiers, de santé psychologique, d'isolement, la productivité, l'anxiété, la dépression. Et en terminant, on sait que la pandémie a aussi une incidence sur la productivité des employés. Il y a des chiffres. 4 employés sur 10 racontent qu'ils ont plus de mal à trouver de la motivation pour accomplir leur travail. L'enquête a été réalisée en ligne, autant en anglais qu'en français, du 21 au 30 août dernier, auprès tout de même de 3000 répondants, et cela du Canada. L'édifice de l'Hôtel de Ville de Plessisville est fermé jusqu'au 23 octobre suite aux recommandations de la Direction de la santé publique. Si la fermeture se prolonge, eh bien, les citoyens seront tenus au courant. Rappelons que cette mesure a été prise suite à la découverte d'un résultat positif à la COVID-19 de 2 employés municipaux. Hier, à Érable en bref, vous avez entendu le maire Mario Fortin en entrevue qui a tout de même rassuré la population en mentionnant, et je cite, que toute personne ayant été en contact étroit avec les personnes infectées a été identifiée par la santé publique grâce au mécanisme de traçabilité qui est d'ailleurs installé depuis le mois de mai dernier. Maintenant, parlons de l'équipe municipale qui est en télétravail également pour maintenir les services essentiels. Cette fois-ci, du côté de Victoriaville, quand on parle de COVID-19, eh bien, le week-end dernier se poursuivaient les manifs du samedi du mouvement Action Coordination. Alors, Olivier Dion, qui est le porte-parole de cette manifestation, a fait savoir qu'il a bien l'intention de poursuivre les contestations envers les mesures mises en place par le gouvernement du Québec. Rappelons que le rassemblement a eu lieu à la Vélogare de Victoriaville, du moins pour le point de rencontre, et par la suite, les participants ont tout de même marché jusqu'au bureau du député Éric Lefebvre. Ce que les manifestants veulent dénoncer, c'est la campagne de peur du gouvernement, entre autres. Les élus doivent aussi sortir de leur mutisme et les effets de la santé mentale qui sont au cours du message, en tout cas pour les manifestants. Le rassemblement a été bien sûr supervisé par la Sûreté du Québec.
Du côté de Princeville, quand on parle de COVID-19, on a placé maintenant, vous savez que le fameux programme Action Famille Jeunesse a été classé au dernier rang parce que c'est l'actualité de la COVID-19 qui a pris la place. Alors, c'était au printemps dernier que l'appel du programme avait été lancé. Et là, la ville de Princeville a décidé de tout simplement relancer ce programme, ce qui veut dire que les citoyens ont jusqu'au 29 janvier 2021 pour soumettre des projets. Alors ça veut tout simplement dire que le programme Action Famille Jeunesse donne de l'aide, imaginez, aux citoyens l'opportunité de dépenser une partie du budget municipal. On parle d'un montant de 75 000 $ qui est versé à la ville et ce montant va dans la réserve du programme Action Famille Jeunesse. Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent soumettre leurs projets. Les projets retenus seront dévoilés en octobre 2021 et l'idée soumise devra absolument avoir une durée de vie de plus de 5 ans et qu'elle ne sert pas à des intérêts privés. Donc ça, c'est super important. D'autres informations sont d'ailleurs disponibles au www.actionfamillejeunesse.ca. Une excellente nouvelle maintenant pour la Fondation À notre santé. Le fonds communautaire Belle cause pour la cause contribue à la poursuite d'ateliers d'art en santé mentale à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Il s'agit d'un soutien financier de 20 000 $ et le montant va permettre d'appuyer la phase 2 du projet Santé mentale et art. En résumé, le programme vise l'inclusion sociale, mais aussi le rétablissement de personnes qui vivent avec une problématique en santé mentale par le biais d'ateliers de création artistique. Le 4 novembre prochain, maintenant, aura lieu la 11e édition du souper des personnalités de la Fondation de l'Ermitage. Louis Auger, Marie-Pierre Forgue, Isabelle Lemieux occupe le poste de coprésident d'honneur. Le souper des personnalités se fera sous forme virtuelle. La personnalité invitée, vous la connaissez, c'est l'auteur, réalisateur et comédien Simon-Olivier Fecteau. Les peintres José et Marcel Fecteau, donc ses parents, seront en direct de leur résidence. Pierre-Yves Lepé-Blais, l'animateur, dirigera bien sûr les échanges. Un encamp virtuel sera mis aussi en ligne quelques jours avant la soirée et prendra fin le soir même du 4 novembre. Les convives seront présents chez eux sur la plateforme Zoom. Alors, notre journaliste agricole, il est fin prêt à nous parler aujourd'hui donc d'agriculture. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est Yves Charlebois. Bonjour Yves. Oui, bonjour Lydia. Yves, toujours des sujets intéressants, mais la recherche est facile parce que le monde agricole, pour le centre du Québec, c'est florissant. Hein? Oui, tout à fait. C'est énorme. Le territoire ici est composé à 90 que c'est un zonage agricole. Fait que c'est pas compliqué et il y a beaucoup d'exploitation de ce côté-là. Oui, et dans différents secteurs. Je pense que tous les secteurs se retrouvent dans le centre du Québec. Oui, c'est pas simplement de la monoculture, un peu comme à Saint-Hyacinthe où on fait des grandes cultures de soya ou de maïs ou des choses comme ça. Ici, c'est assez diversifié. Pour vous donner une idée des superficies... Et c'est de ça qu'on va jaser. Oui, on va faire le tour un peu de notre agriculture pour le centre du Québec. Alors, donc, vous avez des chiffres? Oui, bien, juste un exemple. Oui. Ce qui est zoné, qui est en exploitation. Je ne parle pas du territoire au complet, mais ce qui est exploité, à la fois des cabanes à sucre, la sériculture, le lait, la volaille, les canneberges, les grandes cultures, etc., ça totalise rien de moins que 645 000 hectares. Un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Fait que c'est grand, c'est très grand. Fait que, puis on retrouve au centre du Québec des exploitations agricoles en tout genre. Il y en a 3209 exploitations. Et tout ça, avec des emplois secondaires, ça génère 1150 millions de $ par année de revenus dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des vaches laitières et le lait, ben, il est transformé, ça crée du boulot. Tout ça, comme activité économique, ça fait 1150 millions de $ par année. C'est ça, on est beaucoup dans la transformation également. Oui, aussi, je donne un exemple, les vaches laitières, ben, donnent du lait. Le lait, ça se termine chez Lactantia, ça se termine chez Saputo, ça se termine chez AgroPure, juste ici, localement.
Ça fait pour la transformation laitière. Mais ce qui est plaisant, c'est c'est qu'on a une terre agricole de qualité. C'est ça que ça veut Oui, dire. bien, c'est également tout dépendant de ce qu'on veut faire pour très simplement, par exemple, l'industrie laitière, on a des terres idéales pour produire du fourrage parce que les vaches, ça mangent du foin. Donc, c'est ça, on a beaucoup de terres en production de fourrage. On en a également, comme je vous le disais tantôt, on en a pour la culture de la canneberge, on en a pour la culture du maïs destiné aux animaux, destiné pour les porcs, le soya également, on en cultive. On cultive également du canola, on cultive de l'orge. C'est rendu, ça va loin, là. Le vin, le miel. Oui, bien, on a on a quelques vignobles, là, mais ça va loin. On est rendu jusqu'à faire de l'orge brassicole pour faire du malt qui va se terminer en bière. Oui, bien c'est correct. On est des agriculteurs jusqu'au bout des doigts quand même. Oui, non, mais ça va loin, là. C'est ça. Bon, donc, en gros, ben, l'industrie, c'est que 34 de la production du centre du Québec, 34 si on fait 100 des fermes, là, 34 ce sont des vaches laitières. Vous promenez, vous sortez moindrement des grandes routes, vous allez voir des silos et des fermes laitières. Il y en a une, puis un autre, puis une, puis un autre. Ça n'arrête pas. Il y a 17 de tout ça, c'est de la production porcine. Ça, on en a énormément. On en a de tout genre. On a de l'engraissement. On a des naisseurs pour donner des porcelets. Un exemple, à Saint-Ferdinand, il y a quelqu'un qui fait l'élevage de femelles pour la reproduction par la suite. Ça fait qu'il prend des porcelets qui sont de haute qualité, de haute performance, et qui, à un moment donné, arrivés à maturité, s'en vont dans une autre ferme pour la reproduction porcine. Oui, vous avez parlé vous-même de reproduction. La génétique, c'est très fort dans l'agriculture. Oui, bien, c'est presque les animaux parfaits. À la fois, pour les vaches laitières, c'est rendu là, c'est de l'insémination, des transplantations embryonnaires, etc. Une vache, aujourd'hui, en 2020, c'est pas la vache de 1990. Ça n'a pas rapport. C'est qu'il y a des vaches d'année en année, ils donnent de plus en plus de lait. C'est plus la même bête parce qu'elle prend, évidemment, plus qu'elle donne de lait, plus qu'elle est corpulente. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est carrément d'autres choses. Je donne un exemple. En 92, la moyenne des troupeaux au Québec, c'est à peu près 6500 litres de lait par vache. Puis on est rendu à 12 000. Oui. Ouais, on a quasiment doublé la production en 25 Et la ans. production se fait dans certaines fermes 24 heures sur 24. Oui, bien, c'est ça. Avec les robots de traite, maintenant, les vaches peuvent se faire traire jusqu'à 4 fois par jour. Au niveau des porcs, ben, c'est la même chose. C'est la meilleure sélection, etc. Les mères, les truies donnent de plus en plus de petits sevrés par année. D'année en année, ça augmente constamment. Les cochons, pour l'engraissement, mangent moins qu'avant, et pour arriver avec une certaine performance, c'est ça. On en est rendu là. On continue avec les céréales et les oléagineux, comme le soya. C'est 14 de la production du centre du Québec. Les bovins et les veaux, les bovins de boucherie, ça représente 8 et la volaille, 7 On faudrait ajouter à cela la sériculture, les cabanes à sucre, et évidemment, la production de canneberge qui est en explosion dans le coin. Oui, et même, je vais faire un peu de publicité, même nos rôtisseries Saint-Hubert, ben, le poulet, il l'achète ici même, dans le centre du Québec aussi. Oui, il y en a, voilà. c'est ça. Bon. Fait que toujours est-il, on a fait le tour, puis là, cette année, on a annulé la balade gourmande. Oui, ça a été quand même, on ne pensait pas arriver jusque-là. Oui, c'est ça. Fait que comme il n'y a pas de balade gourmande, les entreprises continuent quand même à produire. C'est ça. Et là, ben, je vous invite fortement à aller faire un tour en fin de semaine, si c'est ou dans les prochains jours. Au Verger des Bois-Francs, par exemple, ici à Plessisville, vous pouvez faire de l'autocueillette. Et également, ben, ils ont un magasin sur la route 116. Vous pouvez vous procurer des pommes si vous n'allez pas les cueillir vous-même. Ils sont ouverts à l'année sur la route 116. Vous pouvez vous procurer des pommes en janvier. Ils ont des entrepôts à atmosphère contrôlée, etc. Ben oui. Fait que ça fonctionne très, très bien. Puis ils font également des tartes. Ils font plein de trucs. C'est important de le mentionner parce que la balade gourmande, c'était un événement qui rassemblait déjà des commerces ouverts. Oui. On a inventé la balade et non l'inverse. Oui. Alors, donc, pour l'impact, je sais que les commerçants vont accueillir les gens. Ouais. Je pense entre autres à Canneberge en fête. Oui, Canneberge en fête, à Saint-Louis-de-Blanford. Ouais. C'est à l'Arena. On n'a pas de visite de champ cette année.
Par contre, vous allez pouvoir vous procurer un paquet de produits et également savoir comment ça fonctionne la culture de canneberge. Bien, vous pouvez avoir du thé à canneberge, vous allez avoir des jus, vous pouvez en acheter des canneberges fraîches. L'avantage des canneberges fraîches, c'est que si vous cuisinez, quand vous les sortez congelés pour les couper, ça va pas bien. Fait que fraîche, ça va. C'est une période dans l'année où vous pouvez avoir du frais, mais ça se congèle très, très bien. C'est aussi bon congelé que. Oui, il n'y a rien de mieux qu'une canneberge congelée, là, de vrai, enrobée de tire d'érable. Ah, ça, c'est la meilleure C'est peut-être un produit qu'ils vont vendre à cet endroit-là. Oui, exactement. C'est eux qui l'ont fait découvrir, c'est-à-dire, excuse-moi. Moi, j'ai déjà acheté de l'huile de pépin de canneberge. L'huile de harpe? T'es allé loin, toi? Oui, c'est ça. Non, ils ont ça. J'avais pris ça à Saint-Louis-de-Blanford. C'est pas donné, là, mais c'est très, très bon pour faire une vinaigrette. Oui, de pépin. On fait de l'huile avec un pépin. Il y a de l'huile de pépin de raisin. Là, c'était de pépin de canneberge. C'est pas donné, c'est très cher, mais c'est très bon pour faire une vinaigrette. Voilà. Donc, participez, puis faites votre propre balade gourmande, dans le fond. C'est ça. C'est comme je vous dis, il y a les canneberges. Je vous parlais des pommes, mais ça, on en a ici dans la région. Un endroit à découvrir, c'est dans le rang 11 à Lister. Ça s'appelle les fermes Fizet. Eux autres, c'est des producteurs de pommes de terre. Mais c'est exponentiel. C'est à peu près 400 arcs, ou je sais pas, en tout cas. Juste donner un exemple, un arc de pommes de terre, ça donne 30 000 livres de patates. Fait que quand le gars, il y en a 400, c'est des entrepôts, c'est des arénas, OK? Et ils ont un poste également. Eux, leurs pommes de terre, vous pouvez en acheter sur place. Ils ont les parfaites avec un peu d'imperfection. Il y a différents prix. Puis il y a différentes variétés que vous pouvez vous procurer là. Et ça sort directement de l'entrepôt à atmosphère contrôlée. Fait que vous avez le meilleur produit possible en janvier, février, mars, etc. Eux font beaucoup de... C'est la mise en sac et c'est vendu sous des marques maison comme Nos Compliments, etc. Vous pouvez vous procurer des pommes de terre Fizet. Vous pouvez vous les procurer des fois sous la marque Fizet, mais c'est assez rare. C'est souvent sur des marques maison, chez Métro, chez IGA. C'est Nos Compliments, quand ils font une vente de pommes de terre, etc. Les sacs Nos Compliments, c'est souvent des pommes de terre Fizet ou d'un autre producteur au Québec. Voilà. Donc, est-ce que c'est tout? Parce qu'il faudrait conclure finalement. Qu'est-ce qu'il reste à mentionner en guise de conclusion? Comme je vous dis, profitez-en. On a la chance dans la région de pouvoir se procurer des aliments directement à la ferme. Je vous invite fortement à le faire. Et la fraîcheur. La fraîcheur, puis tu as des choses rares que tu n'as pas. Si tu vas avoir des pommes de terre de type Yukon Gold, il n'y en a pas toujours à l'épicerie, puis vous allez en avoir directement, mettons, chez Fizet. Si vous prenez vos pommes de terre à l'épicerie, des fois, ça fait 2 semaines qu'ils sont sur la tablette. Des fois, ils commencent à ramollir un petit peu. Chez Fizet, ils sont toujours impeccables là, quand ça sort. Alors, on va faire notre propre balade gourmande cette année. Ça va. Merci Yves Charlebois. Ça me fait plaisir. Au prochain sujet, donc dans 2 semaines. Oui. Merci, au revoir. Alors aujourd'hui à l'émission Érable en bref, nous avons un invité de marque qui a déjà fait du journalisme également. Alors c'est pour ça que nous l'avons surtout invité à l'émission Érable en bref. Je vous le présente. Eh bien, Renaud Binette, bonjour. Bonjour, ça va? Ben oui, ton titre, c'est directeur adjoint. Directeur général adjoint, oui, chez ARAP. Oui, depuis combien d'années déjà? Ah, ça doit faire 4 ans, je pense que je suis là. Oui, un bon 4 ans. Oui. Et puis, c'est ça, donc on récupère, on vous a récupéré. Ben oui, je fais partie des matières récupérables. Voilà. Et on va en parler parce que cette semaine, oui. C'est une semaine importante. C'est la semaine québécoise de réduction des déchets. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Et puis, je sais qu'en tout, c'est quand même assez gros, là. On va prendre le Québec. C'est quoi? C'est 13 millions de matières résiduelles qui sont produites à chaque année. À chaque année, effectivement. C'est beaucoup, là. C'est pas rien, il faut comprendre. Il y a 25 tonnes à la minute qui est produit en déchets à chaque jour. 25 tonnes à la minute, c'est un camion. Un gros camion là, de 25 tonnes, c'est quasiment un camion de mine. Fait que je pense qu'il faut réduire l'importance de cette semaine-là, la semaine québécoise de réduction des déchets, c'est dans le but de diminuer ça, là. Oui, parce que... passer d'un gros camion à une minivan. Donc, oui, exact. Idéalement. Idéalement, il faudrait faire ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va y arriver un jour? Bien, si tout le monde fait l'effort, c'est possible, exactement. Puis c'est pour ça que nous, on contribue à faire la promotion de cette semaine-là, pour amener les gens
à développer des idées, puis à penser, peut-être voler les idées des autres pour faire en sorte qu'on jette moins de choses. Oui. Et d'ailleurs, là, hors AP, parce que je sais que depuis que vous êtes là, quand même, vous faites pas mal de concours. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être la même chose pour cette semaine. Bien, exactement. Dans les années antérieures, lors de la semaine de réduction des déchets, la semaine québécoise, on faisait une journée porte ouverte. On ouvrait un samedi, c'était exceptionnel. On faisait des promotions spéciales, on faisait des visites guidées, il y avait des dégustations. Il y avait des tirages et tout ça. Mais cette année, à cause de la COVID, on ne peut pas tenir un événement de ce genre-là. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a décidé fallait quand même mettre l'emphase sur cet aspect-là. Puis déjà, l'organisme qui s'occupe de cette semaine-là incite les gens à faire des actions pour diminuer. Fait que nous, on a eu l'idée de lancer un concours, inviter la population de la MRC de l'Érable à nous donner des idées. Ça s'appelle « Plus d'idées pour moins de déchets ». Donc, on demande aux gens de contribuer en nous envoyant des idées. Puis, à partir de ça, nous, on va faire un jugement de tout ça. Oui, puis on les envoie où, ces idées-là, là? Bien, pour s'inscrire, il faut aller sur notre site Internet, le site arap.org. Il y a un onglet avec « Réduire 20 », réduire pour 2020. Donc, à cet endroit-là, il y a un lien. On vous explique les grandes lignes du concours, qu'est-ce qu'il y a à gagner et tout ça, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on vise faire avec ce concours-là. Puis, on peut s'inscrire et développer notre idée. Puis, nous, on va former un comité à partir d'employés puis de bénévoles chez ARAP pour déterminer quelles seront les meilleures idées. Bon, avant d'y aller avec vos idées, là, mesdames, messieurs, c'est juste pour dire, il y a des critères. Si c'est un concours, il y a un comité de jury, là. Exactement. Le comité va être formé à partir de personnel de chez ARAP. Puis, les critères, c'est définir des idées de réduction de déchets à travers notre vie, notre quotidien, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, dans les transports. Puis déjà, sur le site de la Semaine québécoise, il y a déjà des suggestions d'idées. Fait que c'est d'en développer quelques-unes. Nous, on va regarder on a certains critères au niveau de la réalité de ces idées-là. Est-ce qu'ils sont réalisables? Est-ce que les objectifs sont atteignables et tout ça? Puis on va déterminer quelle sera la meilleure idée là, qui va être soumise. Bien là, j'ai une autre idée de question. En ce sens que c'est bien beau de dire qu'on a des idées, mais on peut aller voir un peu partout. Est-ce que pour gagner le concours, parce qu'il y a de l'argent à gagner, là, est-ce que si j'ai une idée que personne n'a pensé, là, est-ce que j'ai plus de chances de gagner? Bien, évidemment. Nous, ce qu'on veut faire, c'est évaluer au niveau de l'originalité, la faisabilité puis l'impact. Est-ce que cette idée-là a un impact? Ensuite de ça, bien, l'idée qui va ressortir du nombre de quantité d'idées qu'on va recevoir, il y en a une qui va être nommée grande gagnante. Et à travers les autres, on va faire 2 gagnants aussi au sort par rapport avec toutes les autres idées qui vont être reçues. Et nous, chez ARAP, on s'engage aussi à diffuser ces idées-là. Parce que l'objectif étant d'amener du contenu, c'est de suggérer aux gens quoi faire pour réduire, faire une réduction des déchets. Donc, ce qu'on va faire, nous, sur notre site Internet, après le concours, c'est qu'on va faire la promotion de qui a gagné, mais aussi de quelle façon, c'est quoi les idées, puis on va diffuser aussi l'ensemble des idées pour faire réfléchir les personnes sur l'importance de réduire, puis comment on peut le faire aussi. Puis est-ce qu'une idée peut, on ne le sait pas dans la vie, est-ce qu'elle peut, je ne sais pas moi, aider à une pérennité pour ARAP aussi, si on a des idées géniales? Là, si on découvre une idée que nous-mêmes, on n'a pas pensé, puis elle peut s'appliquer à ce qu'on fait, bien, c'est certain. Puis ça, je lance l'invitation aux gens de lire ces idées-là, parce qu'elles pourront sûrement s'appliquer dans le quotidien de n'importe qui, dans le sens où si elle s'applique à une personne, elle peut s'appliquer à un groupe de personnes. Oui. Moi, j'ai rappelé le concours « Trouver une idée pour une nouvelle idée pour Renaud Binette ». Non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, nous, on appelait ça plein d'idées pour moins de déchets. Je pense que c'est plus raisonnable. En passant, ça se termine bientôt cette semaine. Oui, la semaine se termine le 25 octobre. Nous, c'est le 25 octobre qu'on va faire, qu'on arrête de recevoir les idées, puis qu'on va faire l'évaluation de ces idées-là pour diffuser les personnes gagnantes dans la semaine qui va suivre. Qu'est-ce qui a gagné? On ne l'a pas dit encore. Bien, j'avais envie de le dire parce que j'ai parlé d'argent. Je suis une vraie femme. Bien, nous, chez ARAP, ce qu'on offre, c'est des cartes cadeaux. Le grand gagnant va se mériter une carte cadeau d'une valeur de 50 pour venir dépenser chez ARAP. Donc, on va venir dépenser acheter des articles qui sont récupérés, qui n'ont pas été à l'enfouissement. Donc, ça va avec l'idée même du concours puis de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Et on va aussi faire, à travers les autres idées, deux tirages, 2 gagnants d'une carte cadeau, chacun de 25 $.
Mhm. Puis il n'y avait pas un point total de 500 je pense. Est-ce que j'ai lu ça ailleurs? Non, t'as J'ai lu lu ça ça ailleurs. ailleurs. C'est pas grave. Des fois. Ah ben zut, hein? Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. J'essayais de négocier un petit 500 Bon, alors, juste avant qu'on termine là, cette entrevue, on va prendre un petit 2 minutes pour parler de la COVID, parce qu'on ne voulait pas se rendre en code rouge, Exactement. en zone rouge, mais nous le sommes maintenant depuis vendredi dernier. Tout à fait. Alors, pour ORAP, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on on change Déjà, de depuis qu'on était en zone orange, on avait resserré les mesures au niveau nettoyage à l'intérieur du magasin, les rampes d'escalier, les comptoirs, tout ça. Il y a des routines qui sont faites par les employés. On prend les présences le matin et tout ça. On passe des messages sur notre système de haut-parleur pour les clients, l'importance de porter le masque, la distanciation, tout ça, maintenir ces distances-là, se laver les mains en entrant et en sortant. Fait qu'on met déjà l'emphase depuis à peu près 2 semaines à ce sujet-là, depuis qu'on était orange. Maintenant qu'on est rouge, les mesures ne s'appliquent pas directement à nous parce que ça s'applique plus aux écoles, aux restaurants, les lieux publics de cette façon-là. Il y a pas pour l'instant, il n'y a rien qui s'applique à nous, sauf que nous, on est dans l'obligation d'être encore plus sévère sur ces mesures-là, puis on va l'être, puis on continue aussi d'être vigilant parce qu'on voit que une petite augmentation dans la région de cas, donc on ne veut pas que ça rentre chez nous, on ne veut pas perdre nos employés, on ne veut pas perdre nos clients. Donc on est de plus en plus vigilant par rapport à ça. Puis l'idée aussi, c'est, sur notre site Internet, sur orap.org, il y a une section qui s'appelle COVID-19. Allez voir là, c'est quoi les dernières mesures qui sont mises en application, parce que ça pourrait changer au niveau des heures d'ouverture, tant au niveau du magasin que de la collecte des gros encombrants, ou encore au niveau des services d'aide alimentaire, il pourrait y avoir des changements aussi. Fait que c'est peut-être appelé à changer, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut dire que l'organisation est très bonne, là, juste pour la distribution de l'aide alimentaire. Là, il n'y a personne qui est... c'est vraiment surveillé, les gens attendent, Exactement. On arrive en auto. Exactement. Puis même lorsqu'il y a eu le grand confinement, presque tout a arrêté chez ORAP, sauf l'aide alimentaire. C'était important pour nous de continuer. On était en équipe restreinte. On avait des mesures au niveau de la santé publique qui étaient très sévères aussi. Les gens n'entraient pas, tout ça. On a changé nos méthodes de travail. Ça se peut qu'on revienne à certaines méthodes, mais ça, on va aviser la clientèle par rapport à ça. Mais c'est certain qu'au niveau de l'aide alimentaire, c'est toujours la dernière chose qu'on va arrêter. Puis comme dans la dernière année, on ne l'a jamais arrêté. Donc. Voilà. Donc, en résumé, à ne pas oublier, parce que là, il faut y aller tout de suite avec la conclusion. Alors, pour la conclusion, ce qu'on retient, c'est qu'on a un concours. Tout à fait. Si on veut demander de l'aide à ORAP, qu'est-ce qu'on fait? On peut appeler chez nous au 362-0001 ou encore en allant directement sur le site Internet. Il y a déjà des onglets sur la page d'accueil qui fait en sorte qu'on peut cliquer là-dessus pour soit une aide alimentaire ou une collecte de gros encombrants. Il y a un courriel qui est envoyé automatiquement, puis ça se fait là, numéro 1. Là. Parfait. Alors, un objectif pour le concours, pour terminer? Le plus d'idées et le moins de déchets. C'est comme ça que je chiffrerais ça. Et ça veut dire une réduction, donc, des gaz. J'invite les gens d'être participatifs à ça. Ah oui, les gens, ben oui, surtout si on fait, j'espère qu'on n'arrivera pas comme à la première vague où le confinement était complet, mais si ça arrive, ben ayez plein d'idées pour rappeler. Exactement. Voilà. Alors, on se dit à bientôt, Renaud Binette. Merci beaucoup. Merci, alors, vous venez d'entendre le directeur général adjoint du côté de ORAP. Écoutons maintenant cette vidéo de notre reporter 12-18, Chloé Girard, qui interviewe Isabelle Deschamps-Plante, chef pâtissière à Ricardo Boutique et Café. Je vous souhaite un bon visionnement. Selon vous, quelles précautions doit-on prendre avec les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, mon Dieu, ça c'est quelque chose que moi, je ne suis pas si bien, mais je ne suis pas tant sur les réseaux sociaux que ça. Mais on entend beaucoup parler des situations qui sont devenues graves parce que des gens se sont fait avoir avec des personnes qui n'étaient pas honnêtes. Fait que je pense que pour les réseaux sociaux, c'est bien de partager des informations, tout ça, mais toujours penser que ça peut tomber dans les mains de quelqu'un qui n'est pas honnête. Puis, je pense que les réseaux sociaux, c'est bien de partager, mais il faut quand même connaître les gens de loin ou de près avec qui on communique. Puis si on a, peu importe, un doute ou quelque chose qu'on sent que la personne qui communique avec nous, il faut en parler tout de suite à un adulte parce qu'on a vu
y a des situations qu'on voit aux nouvelles qui c'est allé vraiment loin. Fait que ne pas faire confiance à n'importe qui. Je pense que c'est ça qui est important.